Émission spéciale, 7e nuit des contes. Vendredi 9 avril à 13h. Voilà, on suit le conteur qui a déjà tracé le chemin, la conteuse qui... C'est-à-dire que le conte, c'est une espèce de fil entre le passé et l'avenir aussi. C'est quelque chose qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Et le conte, c'est vrai que c'est Émission spéciale, 7e nuit des contes. Sur Campus FM. On appuie, ça suit. Ça dure comme ça. 9 avril, Et le temps passe. 13h, avec l'association Parle avec elle. Radio Campus 9.4 FM, exactement l'heure que vous avez sur votre montre. Et d'habitude, il y a Radio Basta à cette heure-là. Mais aujourd'hui, émission spéciale à l'occasion de la 7e nuit des contes. Pas tout à fait comme les autres, comme chaque année, mais ça, tout le monde le sait de plus en plus. Merci Covid. Donc, aujourd'hui, on va recevoir 3 compagnies, 3 conteuses. On va commencer tout de suite, avant d'aller un petit peu plus dans le vif du sujet, je dirais, par la nature même de cette émission spéciale conte, Nuit des contes, avec l'association Parle avec elle, qui vous a invité à venir faire cette émission qui remplace un petit peu la Nuit des contes, qui d'habitude dure pratiquement toute la journée à la Reinerie. On commence avec Dominique Despierres, de la compagnie La Chamalpa, qui a absolument voulu démarrer par un conte pour expliquer qu'est-ce que ça raconte. On vous écoute. Bon, c'est vrai que j'aurais pu répondre simplement à vos questions, expliquer ma vie d'artiste, la création de la compagnie, etc. Ça aurait fait plaisir à mon ego. Puis alors, les pauvres égos d'artistes en ce moment, ils souffrent beaucoup du déni social, voilà. Mais bon, je pensais que c'était beaucoup plus intéressant quand même de vous conter directement le conte qui est fondateur un peu, puisque c'est celui qui a donné le nom à la compagnie. Donc vous saurez pourquoi on s'appelle la compagnie La Chamalpa comme ça. Et il est bilingue. Il y a un peu de langue romanesque dedans. Voilà. Il est inspiré d'un conte zigane à la manière des Roms Calderache, qui m'a été transmis par la famille Zanco, qui m'a autorisé à raconter leur tradition, authentique. D'accord. À ma façon. Ça nous arrive de loin. Et derrière, on pourra discuter aussi et découvrir le travail de Lily Westphal, compagnie minuscule, et Sibylle Blini, compagnie La Bohème. Mais tout de suite, Dominique Despierres, compagnie La Chamalpa, et c'est parti pour un petit quart d'heure. C'était au jour du premier monde. Fou, Amaridei, la terre, notre mère, elle était vide d'hommes. Il y avait seulement le Pourodel. C'est un ancien dieu. Il était toujours suivi du Beng, son compère. Et lui, il cherchait à prendre sa place. Alors le Beng, il le provoquait pour essayer de montrer que c'était lui le plus fort. Mais parfois, le Pourodel le poursuivait avec sa foudre et l'orage éclatait. Alors le Beng courait se cacher dans la forêt, là d'où il était né, au creux des grands arbres. Le Pourodel le cherchait d'en haut jusqu'à ce qu'il l'ait touché. Et juste à ce moment-là, l'orage se calmait. Les eaux d'en haut, la pluie bienfaisante, arrosaient la terre. Ce jour-là, le Pourodel, il était appuyé sur son grand bâton au bord de la Marea, le grand fleuve mer salée, qui couvrait presque toute la terre du premier monde. Et le Pourodel se penchait sur les eaux d'en bas. Ouh là là! Mais c'est profond, hein? Vraiment très très profond. Est-ce que même on peut toucher le fond? Ouais, moi je peux descendre jusqu'au fond. Ah, c'était le Beng, bien sûr, hein, toujours dans son ombre. Bah alors vas-y, plonge. Fais voir si tu le peux. Mais apporte-moi la preuve que tu as vraiment touché le fond du fond. Et le Beng, il a plongé dans la mer. Elle est descendue dans les eaux sombres, dans les fonds glacés. Et là, il a touché le fond, tout au fond. Et il a ramassé de la terre rouge, boueuse. Et quand il a jailli à la surface, tout essoufflé, il a tendu ses mains pleines de terre vers le Pourodel. Je vois, c'est vrai. Tu as vraiment touché le fond. Le Pourodel, il a voulu le mettre à l'épreuve. Allez, maintenant, avec cette terre, fais-moi 2 popouchas. Popouchas? 2 statuettes de Rome. Fais voir si tu peux.
Bon, bien sûr que je le peux. Tiens, tu vas voir. Et le beng, il a pétri ses 2 poignées de terre, là, il en a fait 2 popouchas. De grossières statuettes d'hommes, quoi. Bon, eh bien maintenant, donne leur forme d'hommes et de femmes. Fais-les Rom et Romney. Bon, est-ce que tu en es capable seulement? Et le beng, il a modelé avec vigueur le Rom en forme d'homme. Comment que j'en suis capable? Tu vas voir ce que tu vas voir. Et puis il s'est appliqué sur les courbes de la Romney en forme de femme. Bien, quelle belle illusion. Le pauvre d'elle, avec un sourire amusé, il a provoqué le beng. Maintenant, essaye donc de leur donner la parole. Allez, montre-moi ton pouvoir. Jusqu'où va-t-il? Fais-les parler. Là, le beng, tout penaud, il a dû s'avouer vaincu. Non, le ferai pas. Ça, tu sais très bien que je peux pas le faire. Il est allé se cacher, en boudant. Alors le Del a parlé. Il a dit « Vie ». Et il a étendu son bâton vers chacun des popouchas. Et 2 arbres sont sortis de la terre, là, au bord de l'eau, d'un seul coup. L'un juste derrière l'homme, l'autre juste derrière la femme. Et les arbres les ont enveloppés de leurs branches. Et chaque arbre, en touchant sa statuette, l'a couverte de chair vivante. Alors les statuettes se sont mises à vivre, à balbutier, à parler, à chanter même. C'était le premier Rom et la première Romney. Ils se nommaient Damo et Yewa. Ces 2 arbres ne donnaient pas de fruits. À nouveau, le poireau d'elle a étendu son bâton et les 2 arbres se sont remplis de fruits, aussitôt, chacun selon son espèce. Le premier, au-dessus de Yewa, c'était un poirier, tout couvert de poires. Le second, au-dessus de Damo, c'était un pommier chargé de pommes. Et les pommes et les poires étaient bien mûres, bonnes à manger. Alors le poireau d'elle a dit à l'homme « Va au poirier, toi Kshavo, mange les poires. » Et il a dit à la femme « Va au pommier, toi aussi Kshaye, mange des pommes. » Et l'homme, il s'est arraché à la glaise, il a fait quelques pas chancelants vers le poirier et il a mangé des poires, rebondies, bien juteuses, sucrées. Et tout de suite, il s'est dressé, beau, fort et habile. À la femme, elle a fait ses premiers pas timides. Elle s'est approchée, curieuse, du pommier. Elle a tendu la main vers les pommes lisses et fermes. Ah, mais là, au pied du pommier, était lové un serpent qui les guettait. Et quand Sape, le serpent, a vu que ce qu'était devenu l'homme, en mangeant des poires, il s'est enroulé au pommier et il a dressé sa tête rutilante. Il a menacé la femme, il l'a menacée pour modérer son ardeur. Elle empêchait de manger aussi des pommes. Mais la femme, elle a eu peur. Elle a reculé. Mais le poireau d'elle l'a vu. Il a fait signe à Sape de baisser la tête et il a encouragé la femme. « Allez, va, Kshaye, n'aie pas peur, mange. » Alors Sape le serpent, il s'est glissé sous un buisson et la femme, elle a mangé les pommes savoureuses. Ils ont mangé. Et aussitôt, ils se sont sentis hommes et femmes, avec la chamalpa qui battait dans leur cœur, qui vibrait dans leur ventre. Et l'homme désirait la femme. Il l'aimait. Et la femme, elle aimait l'homme. Elle le désirait. Le désir était entré en eux. Le poireau d'elle l'a vu. Il a souri. Et il leur a parlé. Allez l'un vers l'autre, maintenant. Oui, l'homme vers la femme et la femme vers l'homme. Faites selon votre désir. Et l'homme va vers la femme, et la femme vient vers l'homme. Et ils font la chamalpa. C'était la première fois. C'était doux, c'était tendre, c'était bon. Ils ont fait l'amour selon leur désir. Et la femme s'est tournée vers l'homme, et elle a dit
encore. Alors l'homme s'est levé, il est venu parler Odelle. Je suis allée avec la femme. Nous avons fait la chamalpa. Et maintenant la femme, elle me dit encore. Ah, le four Odelle a écouté le rhum, puis il lui a répondu, bon, retourne vers la femme et faites l'amour une seconde fois. Le homme est retourné vers la femme, et suivant leur désir, ils ont fait la chamalpa. Et c'était chaud, c'était suave, c'était bien. Et après, la femme, elle a dit « Encore !» L'homme s'est levé. Il est venu de nouveau parler Odelle. « Nous avons fait la chamalpa une seconde fois. » Ouais. Et après, la Rome, elle m'a dit « Encore !» Le pauvre Odelle a dit au Rome « Bien !» Retourne vers la Rome et recommence une troisième fois, car il n'y a rien de bien sans le 3. L'homme est retourné une troisième fois vers la femme. Et ils ont fait la chamalpa. C'était brûlant, c'était intense, c'était beau. Et à la fin, la Rome, elle a dit encore. L'homme est venu dire la chose Odelle. Nous avons fait l'amour selon notre désir. Une troisième fois. Et voilà que de nouveau, la femme me dit encore. Là, le pauvre Odelle a gardé le silence. Puis il a parlé au Rhum. 3, c'est assez. Kshavo 3, c'est la mesure pour l'homme en toute chose. C'est la bénédiction, le bien dire. Alors le pauvre Odelle, il s'est levé et il est allé lui-même parler à la femme. Tchaïnka, 3, c'est assez. Puisque tu as encore dit, encore, tu es sorti de la mesure, et encore tu recevras. Mais tu ne seras jamais satisfaite. Toujours tu seras en désir, et toujours tu diras encore, encore, encore. Alors le four Odelle les a laissés à leur désir, sans mesure. Et l'homme et la femme allaient toujours ensemble. Et avant de retourner à leur nature d'arbre, ils ont donné naissance à tous les Roms. C'est ainsi que parlaient de l'amour les anciens autour des feux dans les campements de Zigan. L'origine du monde, nous étions là-dedans. Alors ça, c'est inédit, c'est écrit par la compagnie. C'est qui écrit ça? C'est mon interprétation personnelle, ma moitié création, disons, moitié tradition des Roms Calderache. Pour eux, c'est sérieux, hein. C'est pas une blague. Chamalpa, donc, c'est un mot rom? Ouais, voilà, c'est en romanesque, donc la langue romanie, pour dire l'amour. Ce que j'aime particulièrement dans ce conte, c'est cet aspect égalitaire entre l'homme et la femme, puis l'humour savoureux, gourmand, quoi, qui réhabilite le désir, la femme, la vie. Voilà. Au-delà de tout ce qu'on peut avoir comme pensée rationaliste, utilitaire sur les genres, le mariage, la distanciation sociale et autres. Oui. Je ne sais pas si je fais le pont avec nos deux autres invités qui ont écouté, je dirais pas religieusement, mais je dirais avec un grand intérêt. Oui, il faut se méfier des mots en ce moment, sous tout cela. Donc, peut-être, Sybille, une petite réaction à l'univers que vous avez entendu. Ça vous inspire en tant que femme, conteuse? Ah oui, bien sûr, oui. Mais déjà, j'avais eu l'occasion d'écouter Dominique il y a pas mal d'années maintenant. Et là, je suis ravie d'entendre un conte de création comme ça. En plus, forcément, en ce moment, je suis très sensible au thème de l'arbre. Donc, voilà, ça fait écho aussi à quelques recherches que je suis en train de mener. Et puis le monde de Zigan, le monde de l'itinérance, le monde du rêve. Je m'appelle pas la petite bohème pour rien. Donc oui, je suis ravie d'écouter cette histoire, ce conte. Et une fois de plus, c'est magique à quel point on a des images qui nous arrivent en tête et on peut raccorder avec
les thématiques de notre temps, de notre époque. Et puis un peu même question pour la deuxième invitée. Donc on reviendra vers vous peut-être, Dominique Despierres. Hein, ça reste ouvert, les micros avec, la radio dedans. Donc Lily, compagnie minuscule. Oui. Vous trouvez que ça peut intéresser tous les publics, ce type de conte? Ah oui. En tout cas, moi, ça m'intéresse beaucoup. J'ai trouvé ça très, très beau. Et notamment le rythme et les silences. C'est pour ça qu'on était aussi religieuse que ça. C'était très beau. Il n'y avait pas la guitare et le violon qu'il y a d'habitude. Ah, d'accord. Ouais. Mais dans le silence comme ça, c'est... Oui. Ah, ouais. Moi aussi. Moi, ce qui m'a beaucoup parlé, c'est un peu la fin de l'histoire où on constate que l'homme et la femme vont avoir un désir jamais rassasié. Et du coup, moi, ça me parle beaucoup dans notre vie, aujourd'hui, toujours d'avoir envie de faire des choses, des projets, que ça ne s'arrête jamais. Et il y a une espèce de soif de faire. J'ai trouvé ça très beau, là, l'image sur ça. Une soif de l'autre. Ouais, une soif de l'autre et des choses. Et aussi, quelque part, aussi de remplir. Mais ouais, cette soif aussi bien instinctive. Donc Lily Westphal, vous travaillez un peu de la même manière entre la tradition, l'ancien et la modernité, on pourrait dire? Pas vraiment. Alors, je travaille... En fait, moi, je suis nouvelle conteuse et je triche un peu. Je suis pas vraiment conteuse, je suis chanteuse. Voilà, je me suis immiscée dans la nuit des contes. Vous êtes démasquée. Je suis démasquée. Mais... comment faire le lien? Du coup, moi, je me suis pas vraiment inspirée de contes traditionnels. Je suis allée chercher dans mon imaginaire, mes souvenirs d'enfance, des contes qui m'avaient bien plu quand j'étais petite, des auteurs comme Roald Dahl, des contes comme Alice au Pays des Merveilles, des choses comme ça. J'ai toujours raconté depuis petite des histoires à d'autres enfants qui n'avaient ni queue ni tête. Donc, il y avait beaucoup d'histoires imbriquées les unes dans les autres. Donc, un enfant qui part dans la forêt, qui ouvre une porte dans un arbre, qui rentre à l'intérieur, et puis là, il y a le monde de je sais pas quoi. Voilà, ça, c'est un petit peu mon univers, en tout cas celui que j'ai développé pour le conte. Le conte que j'ai qui s'appelle L'Enfant Nine, du coup. En fait, j'ai travaillé beaucoup avec les enfants pendant une dizaine d'années. Ouais. Et puis ensuite, j'ai fait une formation musicale, et là, l'envie, c'était de relier ces deux expériences-là. Et comme ma force à moi sur scène, c'est le son, et la voix en particulier, j'avais envie de faire un conte vraiment sonore et musical où il n'y a pas trop de décors, assez sobre, où les enfants peuvent s'imaginer la totalité de l'histoire avec le son d'une voix sous toutes ses formes. Donc c'est le conte, c'est la chanson, les bruitages, les imitations, le beatbox, le rap, voilà. Alors on va s'écouter tout de suite le teaser. Ok. Comment dire, le jargon, le teaser qu'il y a sur Internet. All right. Et puis on en parle juste après. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est pour examiner le cas d'une faute très grave commise par un étranger. Et qui plus est, un enfant. C'est scandaleux, désolé. Qu'a-t-il fait? C'est un enfant. C'est vrai, nous devrions l'obliger à aller à l'école. Tout ça. Taisez-vous! Taisez-vous! Dum dum de dum 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 de dum 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 de dum dum dum. Il faut se lever, des tout confort sur mes branches. Debout, il faut se réveiller, car moi j'ai envie de bouger. Danse, petit oiseau. Voilà, vous allez nous expliquer un petit peu, c'est quoi cet univers, un peu plus technique peut-être, un peu plus technologique même. Tout à fait. Oui, alors je suis dans la mouvance de la musique actuelle, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Je travaille avec un looper. Voilà, c'est de plus en plus connu dans la musique, qui permet de boucler des sons. Voilà. Donc on a un micro, on a une machine, on appuie sur un bouton,
on fait partir une boucle, que ce soit musicale ou sonore, j'en sais rien moi. Toum, 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 toum. On appuie, ça suit. Et ça permet de créer des ambiances sonores. Moi, je m'en suis servi pour créer du coup des ambiances par-dessus lesquelles je raconte, ou alors des sons d'oiseaux que j'enregistre et donc qui restent pendant le conte. Ça, c'est l'instrument principal du conte. Donc, qui est un instrument pas très joli, je dois l'avouer, et assez moderne, qui est un peu à l'anti... comment dire, ça représente pas pour moi l'univers du conte un peu ancestral et plus... je sais pas. Plus onirique. Ouais, plus onirique, mais tant pis, j'ai quand même travaillé avec ça parce que je trouvais intéressant de pouvoir créer ces ambiances-là sonores. Ça donne beaucoup de liberté, en fait. Ça donne beaucoup de liberté, et après, je me suis aussi beaucoup contrainte parce que je travaille seule sur ce conte, et je me suis dit comment je fais pour me recentrer avec toutes mes idées dans tous les sens. Donc l'idée, c'était d'avoir ce looper, mais par contre de faire que du direct. C'est-à-dire que mes boucles sonores, elles sont pas préenregistrées dessus, je les crée en direct. Et la deuxième contrainte que j'avais, c'était que c'était tout avec la voix. Donc il y a quasiment aucun objet autre que j'enregistre. C'est tout. J'avais envie de développer vraiment tout ce qui est autour de la voix. Ouais, l'autonomie. Voilà, l'autonomie. De toute façon, c'était ça. Hein. Je voulais jouer seule, partout, dans tous les endroits. Donc voilà, c'était ça l'objectif. Il y a un texte qui bouge pas. Non, le texte, il bouge pas. Je l'ai écrit. Peut être très vivant. Et le reste peut être vivant. Il y a aussi une interaction avec les enfants dans certains endroits du conte. Voilà, et beaucoup de conneries. Vous voulez dire, vous loupez, c'est un peu dommage, mais vous samplez, parce qu'on le disait, sample un peu plus en amont, mais bon, c'est la même chose. Vous samplez du public, éventuellement, vous l'utilisez dans votre... Ça peut, je me suis pas trop encore aventurée là-dessus, parce que c'est risqué quand même, vu que c'est du direct. Pour les droits d'auteur. Ouais, exactement. Non, mais à la fin, je suis pas encore très claire sur la fin, parce que ça change encore beaucoup, mais j'ai déjà eu une version où je faisais participer le public, que j'enregistrais, et du coup, on entendait après tout le monde... on entendait après les échos de ce qu'ils venaient de chanter. Une aventure récente, en fait. Oui, j'ai commencé à écrire, en tout cas, fin 2018, je crois. 2019, peut-être. Je ne sais plus exactement. Mais c'est assez récent, et c'est mon premier projet. Donc, c'est un conte musical, sonore et musical pour le jeune public. Et avant, c'était plutôt des projets musicaux. J'ai un duo de blues, trio jazz swing, mais là, c'est mon premier projet pour les enfants, en tout cas, et autour du conte. Et que vous êtes amené à poursuivre, à renforcer. Oui, à fond. C'est amené à continuer, surtout qu'en ce moment, à vrai dire, il n'y a que ça qui peut éventuellement fonctionner. Donc là, les écoles, elles peuvent recevoir des artistes. Donc en ce moment, j'essaye d'aller jouer dans les écoles pour que les enfants aient encore un peu de culture et que moi, je puisse aussi m'exprimer. Et puis le prochain projet que j'ai, c'est un spectacle pour les crèches. Donc je suis plutôt bien partie sur cette voie de jeune public, surtout que je viens d'avoir un petit bébé, donc je peux m'entraîner à la maison. Je m'entraîne. C'est encore un autre langage, non, a priori. Pour les crèches, tout petit. Ah oui, bien sûr. C'est un sacré challenge, parce que c'est un public très exigeant, qui parle pas forcément, qui a envie de bouger, de toucher. Donc là, la réflexion, elle est pas forcément sur l'histoire, elle est plus sur la forme. Comment être accessible au niveau des sens et que ce soit pas trop long. Il y a beaucoup de risque de jet de couche. Exactement. Tout peut arriver. En pleine poire, comme aurait dit. C'est ça. Ok. Ça fait maintenant 20 ou 30 ans que les conteurs disent, comme les marionnettistes disent, ce n'est pas un art que de jeune public, c'est pas un art que pour les enfants, c'est un art qui est certes avec une forme de naïveté, d'idéal, c'est vrai, mais d'idéal, de pureté, de peut-être quelque chose comme ça, quelque chose qui se rapporte au monde du rêve, au monde de l'utopie. Donc on l'a affilié au naïf, mais c'est une erreur. C'est une erreur. Et je pense que maintenant, dans le monde en général de la culture, l'art du récit, l'art du conte est maintenant reconnu comme on a dû se battre aussi pour la marionnette et dire c'est pas que des pantins. Voilà, c'est pas que des pantins de chiffon qui sont là pour faire crier les enfants. Et moi, je suis artiste jeune public et je défends aussi une parole et une qualité
ces petits bouts, quoi, pour ces petits bonhommes. Donc Lily... Sibylle. Sibylle, Blini, Asso, La Frivole, ça c'est votre asso, mais la Compagnie de la Bohème, c'est sur Toulouse, c'est pareil, ça fait un petit moment que vous êtes dans cet art. Oui, quand même, ça fait 15 ans que je suis arrivée à Toulouse, ça fait que 12 ans vraiment que mes spectacles sont diffusés avant tout Haute-Garonne, ancienne Midi-Pyrénées, et j'essaye de faire partie du paysage toulousain, mais... moi, j'ai trouvé à travailler. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on noue des relations avec les bibliothécaires. Moi, je travaille beaucoup avec les bibliothèques. Donc, ça reste un lien professionnel, mais avec une chaleur, avec quelque chose d'amical. Et donc, on a un petit turnover comme ça, moi, j'ai un réseau, en fait. J'ai mon petit réseau. Et je sais que quand je propose une nouveauté, ces dames, parce que ce sont des dames, sont plutôt à l'écoute. Alors, depuis tout à l'heure, j'ai dit le 9 avril. Le 9 avril, c'est le jour de la diffusion de l'émission, celle que nous sommes en train de fabriquer dans les conditions du direct avec nos 3 conteuses. Et s'il y a quelque chose à vivre au niveau du conte, à parler avec elles, et peut-être tout autour, ce serait le 10 avril, et à vous de vérifier sur le WordPress de nos amis de Parler avec elles. Est-ce qu'on peut peut-être écouter quelque chose d'un extrait, ou on attend un petit peu, on continue un peu un tour de table? Juste pour dire que le 10 avril, moi, je vais jouer un spectacle qui s'appelle Sourisette, qui là est adapté d'un livre jeunesse, parce que j'ai les 2 casquettes aussi. J'adore autant la littérature jeunesse que le conte traditionnel. Et depuis depuis 2 ans, je me passionne pour le papier, parce que j'ai aussi une casquette de marionnettiste. Et je me passionne pour le papier, et entre autres le livre Pop-up. Donc... l'association Parler avec elle m'a programmé... je dis une bêtise. M'a programmé Sourisette, mais on est obligé de reculer, de reporter ces sessions de spectacle. Et donc, Sourisette, c'est un pop-up adapté d'un livre qui s'appelle Cette histoire de souris. Mais le 10, effectivement, je raconterai avec Dominique et d'autres, je raconterai des histoires. Et là, je prendrai la casquette de conteuse. Qu'est-ce qu'un livre pop-up ? Alors, un livre pop-up, c'est un livre dont l'image se dresse quand on ouvre la page. C'est vieux comme le monde. C'est vieux comme le pli, donc oui. D'accord. Voilà, tout est question de pli. Je connais le procédé, mais je ne me rappelle pas du nom. D'accord. Oui, voilà. Donc, je vous ai apporté quelque chose. C'est pour impressionner les enfants. C'est peut-être, oui, j'aime bien l'effet waouh. Il faut avouer qu'il y a un effet waouh. Il y a un effet aussi couleur, association d'images. Il y a la beauté, la douceur, la fragilité du papier, et puis en même temps voir sa solidité, voir comment il est capable de se tenir. Il y a le plaisir de construire, franchement, dans le travail, c'est un plaisir. Et puis le lien est tout fait entre une histoire, un livre et un théâtre de marionnettes. Là, il y a quelque chose qui faisait sens pour moi, en tout cas. Donc le livre, vous travaillez avec une maison d'édition, du coup ? Ah non, je fabrique. Je fabrique mes livres. Ouais, je les fabrique. C'est une ingénierie, comme ils disent. C'est là. J'ai fait plusieurs stages, formations. Okay. Et puis oui, j'achète des pop-up. Je vois comment ils sont fabriqués. Je m'entraîne, j'essaye. Et j'ai un contrat avec une crèche aussi, tous les mois. Donc ça me permet de créer des nouveaux livres. Presque, tous les mois, je m'oblige à créer. Et puis, comme ça, j'expérimente, je recherche. On a le temps en ce moment, c'est bien. Du coup, la crise Covid vous a pas trop pénalisé, point de vue création, au moins ? Moi, j'ai la chance d'en faire quelque chose, ouais. Déjà, comme on disait, on peut se déplacer dans les écoles, malheureusement pas la médiathèque.
Donc oui, j'ai beaucoup de contrats qui sont reportés. On en est au report maintenant, mais j'ai ce contrat avec la crèche. J'ai quelques occasions de jouer dans les écoles et aussi des ateliers. Ça, c'est très sympa. La mairie de Launaguet m'a commandé plein d'ateliers parce qu'ils organisent un festival du conte, normalement, je crois, en novembre. Et là, ils ont décidé de morceler leur proposition et d'en faire quelque chose d'un festival nomade, en quelque sorte. Et donc, ils proposent du conte dans les écoles en temps périscolaire. Donc, ce soit des écritures d'histoire, on enregistre. Enfin, j'ai eu plusieurs très chouettes contrats grâce à eux. Et ce qui m'a permis aussi d'être en contact régulièrement avec les enfants et de m'inspirer aussi et d'avoir envie de le faire plus régulièrement maintenant, ça aussi. D'être en contact avec eux, de puiser dans leur imaginaire, c'est essentiel. C'est essentiel. En fait, c'est ça qui nous c'est important, en ce moment, c'est d'être confronté à notre public. Ouais. Enfin, toi, apparemment, tu t'arrives à te confronter un peu confronté au public. Mais ça, c'est hyper important dans notre métier, c'est de pouvoir essayer nos créations et d'avoir le retour du public. C'est quand même pour ça qu'on crée. Donc Internet ne suffit pas. Ah, ça, c'est sûr. Non, c'est un art vivant. Un art vivant, un art du contact. Même avec des petits groupes, on peut continuer à compter pour 5-6 personnes, ça se fait, il n'y a pas de souci. Moi, je fais beaucoup de comptes à domicile, donc des comptes en balade aussi, en plein air. C'est vraiment la nature même de ces contes romanesques, d'être sur les chemins, d'être sur les sentiers, sous les arbres. Voilà. Bon, j'espère beaucoup compter dehors cet été. Voilà. Vous allez vous rattraper. Ouais. Non, je suppose. Ça vous a pas remis en question, en tout cas, sur votre citoyenneté, je ne sais pas, parce que vous n'êtes pas que des artistes. Une preuve aussi dans votre texte de création qui parle aussi un peu de politique quand même, discrètement. Ah bon? La vie des hommes et des femmes au quotidien. Oui, c'est ça la politique, non? Une vision du monde, dirait l'autre. Donc ça vous a pas re-questionné sur le statut d'artiste, votre rôle de passeuse de mots, de récits? Ça vous a renforcé dans votre démarche? Plus que jamais, plus que jamais. Mais ça, c'est humain, non? Quand on nous bâillonne, on n'a qu'une envie, c'est de crier qu'on est là. Mais il y a des gens qui sont mis à fabriquer des masques. J'ai failli, moi aussi. J'avais un stock de tissus. La première chose que j'ai pensé au moment du confinement, c'est « Mais au fait, puisqu'il manque de masques, je pourrais en fabriquer. » Puis après, je me suis dit « Non, au niveau éthique, je ne peux pas faire ça. Je suis une personne de parole. Je ne suis pas là pour bâillonner les autres. » C'est pour ça que je mets des masques transparents. Ouais, c'est vrai que c'est plus agréable au niveau son, pour le moins. C'est pas l'image encore. Moi, je ne sais pas si ça m'a questionné tellement sur ma pratique, parce que, comme je le disais, j'ai eu la chance de m'adapter, de pouvoir m'adapter. Mais ce qui me questionne, c'est plus toutes les paroles qu'on entend, en fait, en ce moment. On entend tout et du grand n'importe quoi. Et c'est très difficile. C'est très, très difficile d'entendre ses amis devenir un peu paranoïaques et complotistes. Et là, moi, je suis un peu en panique par rapport à ça, par rapport à cette tendance à voir vraiment, vraiment le mal dans la politique, dans cette remise en question systématique de tous les choix. Et d'y voir quelque chose qui veut absolument nous écraser, nous bâillonner, nous ceci, ça. Je trouve qu'il y a quelque chose d'extrêmement à la fois sain, parce que ça veut dire que les gens veulent pas se laisser faire, donc ils veulent, et en même temps de complètement flippant, parce que on entend des théories qui sont, à mon sens, complètement absurdes. Enfin, bref. Mais sinon, moi, je vous invite plutôt à regarder le documentaire en ce moment sur Arte, sur la Commune, qui est super. D'accord. Et qui m'a encore plus bouleversée par rapport à tout ce qui se passe en ce moment, parce que je serais plutôt du côté des gens, comment dire, un peu obéissants. Et là, de voir le reportage hier sur la Commune et d'entendre tous les amis, les copains, de près comme de loin,
lancer leur théorie sur la politique actuelle, moi, je ne sais plus où placer mon curseur, j'avoue. Je suis un peu paumée, quoi. Ouais, je suis un peu paumée. Ouais, il me semble que, pour moi, le choix, il n'est pas entre se révolter, refuser et obéir. Pour moi, le choix, il est toujours le même. Il est entre la peur. On peut choisir la peur. On peut choisir l'amour. Ma ligne de parole, c'est toujours dans ce sens-là. Voilà. Ça chamale pas, quoi. J'ai compris, c'est encore de la propagande. Encore. Si je résume, c'est pour ou contre. Oui, c'est peut-être ça. Ouais, voilà, c'est peut-être trop cette... Je peux faire le... Je vous la laisse. Alors, attendez, ne vous inquiétez pas, tout va très bien ici. T'écoutes, Lily. Oui, la nouvelle génération, entre guillemets, Oui. peut-être un petit peu plus Nouvelle positive. génération... Entre guillemets. positive, chacun. ouais, pas évident quand même. Hein. Oui, j'ai envie d'être positive. Bon, moi, en plus, voilà, j'étais un peu dans mon cocon de maman là ces mois-ci, donc j'ai fait un peu, voilà, D'accord. c'était tout va bien, mais en fait, non, ça pose quand même beaucoup de questions. Hein. Moi, je suis assez d'accord sur le côté. D'entendre toutes ces théories, de voir aussi l'incohérence des décisions qui sont prises par le gouvernement par rapport aux lieux culturels. Enfin, je veux dire, il y a plein de choses qui peuvent être mises en place pour qu'on puisse continuer à jouer, comme tu disais, hein, jouer dehors, jouer pour des petits... Ça se fait un petit peu, mais un peu comme ça, sous le manteau. Il y a pas de... Tous les théâtres sont fermés en ce moment. Alors qu'on pourrait... Enfin, je pense qu'il y a plein de choses à mettre en place qui pourraient quand même continuer de faire vivre la culture. Donc ça, là-dessus, c'est assez déroutant et énervant. Et ça donne envie de se rebeller. Et d'ailleurs, il y a en ce moment des lieux comme le TNT qui sont occupés. Il y a plein de théâtres là, qui ont pris un peu la décision le week-end dernier, je crois, ou celui d'avant, d'ouvrir quand même. C'est important de relever un peu... de soulever ces faits-là. Mais après, même au niveau de notre statut d'intermittent du spectacle, puisqu'on est quand même dedans, ça fait un peu flipper, ouais. Enfin, quand même, on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé en septembre. Donc là-dessus, j'ai envie de garder l'espoir de la nouvelle génération, mais c'est quand même une question importante. Est-ce qu'on va pouvoir réussir à payer notre loyer dans quelques mois Est-ce que la culture va survivre à ça? Tout ça, ouais, c'est... Je reviens vers vous, Sybille. Oui. Le conte, est-ce qu'on peut avoir un extrait? Carte blanche. Donc, ce jour-là, l'homme se promène et il trouve sur son chemin un escargot. Il prend l'escargot et il l'emmène chez lui. Il place l'escargot dans une assiette sur un océan de salade. Et à partir de ce jour-là, quand l'homme rentre du travail le soir, tard en général, il n'a qu'une seule chose en tête, trouver son escargot. Donc il le cherche partout dans son appartement. Généralement, il le trouve dans la salle de bain ou accroché à la vitre d'une fenêtre. Enfin, accroché, collé à la vitre d'une fenêtre. Ça dure comme ça, et le temps passe. Et tous les soirs, l'homme rentre du travail, il trouve son escargot, il le place dans le creux de sa main et il lui fait la conversation jusqu'à assez tard sur son canapé. Le temps passe et puis un soir, alors qu'il rentre du travail, il trouve le canapé déplacé. Un autre soir, il trouve qu'un tapis a été ajouté dans le salon et puis les cadres ont été inversés. Un autre soir, c'est un bouquet qui l'attend sur la table. Et puis un soir, enfin, miracle, un repas chaud l'attend, un de ses plats préférés avec des épinards dedans. Il adore ça. Et désormais, maintenant, quand l'homme rentre du travail le soir, il trouve sa maison bien rangée et un repas chaud qui l'attend. Ouh. Et la vie continue comme ça. Et puis un soir, l'homme, il se dit « Oh, quand même, j'aimerais bien savoir qui fait ça pour moi. Comment je pourrais faire je sais pas. » Donc il attend un peu comme ça, quelques jours, il réfléchit. Et puis là, il trouve une solution. Il se dit « Tiens, je vais peut-être rentrer un peu plus tôt du travail ce soir, histoire de savoir. » Et c'est ce qu'il fait.
Il entre chez lui, hein, il pousse la porte, il cherche un peu partout et il trouve dans sa cuisine une femme. Elle lui tourne le dos. Elle a un chignon soigneusement enroulé sur le haut de la tête. Elle a un petit tablier sagement noué dans le dos. Il lui dit bonsoir. Elle se retourne, visiblement paniquée. Elle cherche partout un endroit où se cacher, derrière le frigo, sous la gazinière. Elle regarde la fenêtre. Il semblerait qu'elle ait envie de sauter. Donc là, l'homme lui dit « Attends, pas de panique, je peux partir, je peux revenir un peu plus tard. Ou, si tu veux, on se marie. » Ah, ok, donc la femme, elle hésite. Se marier, se jeter par la fenêtre, se marier ou... Et je pense que l'homme devait habiter un étage assez haut puisqu'elle a fini par se marier. Donc elle a accepté le mariage, ils se sont mariés, et ils ont été très heureux, ils ont fait des enfants, 8 en 2 ans. Oui. Et le temps continue de passer, les enfants grandissent, ils vont à l'école et c'est là que l'histoire commence finalement. Et c'est là que les ennuis aussi commencent, parce qu'à l'école on leur dit « Ouais, votre mère, elle est bizarre. » Comment ça, elle est bizarre ? Bah quand même. Vous n'avez pas remarqué? On dit des choses sur elle. Ah ouais, qu'est-ce qu'on dit sur ma mère? Enfin, quoi? Bah, on dit que votre mère, c'est un escargot. Quoi? Notre mère, un escargot? Non, mais ça va pas. Et là, bim, bagarre, forcément. Donc, les bagarres se multiplient puisqu'on traite leur mère d'escargot. Les enfants sont vraiment furieux et la fratrie décide à un moment de se réunir dans leur chambre. Dans une chambre, ils ont déménagé depuis longtemps. Chaque année, à chaque enfant, on déménage, on prend une maison un peu plus grande. Donc maintenant, ça y est, on habite une belle maison bien cossue et tout. Et les enfants se réunissent dans une des chambres et alors, croyez-vous ce qu'on raconte sur notre mère? Bon, je sais pas. C'est vrai que quand même, elle est bizarre quand même. Ouais, c'est vrai qu'elle est bizarre. C'est vrai que, par exemple, elle écoute jamais quand on l'appelle. Hein. Bah ouais, les escargots, ça doit être comme ça aussi. Ça écoute pas quand on les appelle. Bah non. Puis elle est toujours en retard. Bah ouais, ça c'est vrai. Papa, il dit toujours qu'elle tourne en rond. Ouais, c'est vrai. Même si elle dit qu'elle ne repasse jamais 2 fois au même endroit quand elle tourne en rond, n'empêche qu'elle tourne en rond. Ouais. Et papa, il lui reproche souvent de faire du lèche-vitrine. Les escargots, ça fait un petit peu du lèche-vitrine. Ouais, c'est vrai. Et elle aime pas le soleil. Elle ferme toujours les stores quand il y a du soleil. Et moi, je l'ai déjà vue sauter dans une flaque d'eau. C'est vrai qu'elle adore la pluie. Et cette manie qu'elle a de mettre des épinards dans tous ses plats. Oh! Notre mère, c'est rien qu'un escargot. Oh, la honte. Oh, la honte. Les 8 frères et sœurs sortent de la chambre, se dirigent droit vers la cuisine. Maman? Vas-y, toi, dis-lui. Non, toi, vas-y, toi. Non, toi. Ouais, d'accord. C'est vrai ce qu'on dit sur toi à l'école? Ah oui, peut-être. Je sais pas. Qu'est-ce qu'on dit? Ben, il y en a qui disent que t'es rien qu'un escargot. Pardon? Je suis rien que quoi? Il y en a qui disent que t'es rien qu'un escargot. Rien qu'un escargot? Mais mes enfants, être un escargot, c'est déjà beaucoup. Qu'est-ce qu'elle fait? Pourquoi elle détache son chignon comme ça? Elle a enlevé son tablier. Elle enlève son chemisier. Oh, elle a enlevé sa jupe. Regarde, elle enlève sa culotte. Elle ouvre la fenêtre. Elle passe par la fenêtre. Maman, reviens, t'es toute nue dans le jardin. Maman, Elle a disparu. Elle est partie où comme ça? Ce soir-là, quand l'homme rentre du travail tard le soir,
Il trouve sa femme assise dans le canapé, les cheveux tout emmêlés, avec un verre de vin à la main. Visiblement, les enfants ont déjà mangé, ils sont couchés. Tout le monde ronfle là-haut, à l'étage. L'homme, ce soir-là, ne peut pas faire la conversation à sa femme sur le canapé, elle n'en a pas envie. Et cette nuit-là, tout le monde s'est endormi sagement, avec son petit morceau de feuille d'épinard coincé entre les dents. Quant à vous, mesdames, et vous, messieurs, si vous en avez assez de cette vie trop pressée, faites comme elle, de temps en temps. Enlevez vos chemisiers, vos pantalons, vos slips et vos culottes. Courez! Vous roulez tout nu dans l'herbe mouillée et ne revenez que lorsque vous l'aurez décidé. Ce conte est terminé, il est à vous, vous pouvez l'emporter. Merci, je m'applaudis. Oui, parce qu'il y a beaucoup de plaisir à compter au micro ici dans une radio, mais j'imagine avec le public, on a des retours physiques avec les réactions. On a surtout des petits yeux étonnés qui disent qu'est-ce qu'elle raconte. On est limite vers un conte pour adultes. Ouais, celui-ci peut-être. Celui-ci. Il est plus pour les mamans, j'avoue. Ouais, c'est clair. Oui, alors, du coup, il y a un revers presque féministe dans cette façon de présenter le texte. Est-ce que c'est pareil? C'est une tendance? Après, je peux me demander, est-ce que c'est un milieu qui est plus féminin que masculin? C'est quelque chose que vous avez remarqué? Pas forcément? Ah non, pas du tout. Il y a beaucoup d'hommes. C'est bien, on a la parité chez nous. Pas toujours à part égale dans les festivals, mais ça s'est équilibré avec le temps. Et donc le discours un petit peu féministe qui peut être présent dans une transmission, dans un conte pour enfants, on a une responsabilité d'une certaine manière d'enclencher peut-être une réflexion, un regard différent. Ça, vous l'avez en tête? Oui, il y a une réflexion qui se situe au niveau de la femme dans le conte et surtout la petite fille. Et on a reproché, sans doute à tort, au conte les princesses passives. Oui. Qui attendent la délivrance du prince. Mais le conte, c'est aussi un récit psychique. C'est un récit tous les personnages peuvent être un même personnage. Oui. Et il y a les forces féminines, il y a les forces dites masculines. Et le prince qui vient délivrer une princesse, c'est aussi une princesse qui sollicite ses forces masculines pour se délivrer elle-même. Donc, il y a beaucoup de réflexions de cet ordre-là, vraiment des recherches universitaires, des recherches psychanalytiques, je ne sais pas comment on dit, psychologiques. Et donc, on a aussi de plus en plus de recueils qui mettent en lumière les contes, qui font la part belle aux filles agissantes. Voilà. Et donc, on ne peut pas dire qu'il y a des conteuses féministes, mais oui, il y a des conteuses qui forcément, comme elles sont des femmes, ont une parole féminine, enfin une parole qui mettent en scène la force féminine, oui. Oui, on va dire, par le fait que vous adressez à un jeune public, il y a peut-être un petit peu plus de conscience d'avoir un propos éventuellement féministe, même si on est un mec, en parenthèse. Moi, je me suis, justement, à ce sujet, je me suis retrouvée un peu bloquée par la langue française, parce que j'ai introduit mon conte par... il était une fois un petit garçon qui s'appelait Nino. Ouais. Certains diront que c'est une petite fille qui s'appelait Nina, qu'importe. Sauf que, en développant après, c'est très difficile d'avoir une... comment ça s'appelle, la fameuse... Inclusive. Voilà. Oui. Ouais. Donc finalement, j'ai pas encore trouvé l'issue de ce... Je commence quand même mon conte comme ça, parce que j'ai envie que ce soit un enfant, fille ou garçon, qu'importe. Et je lance une petite piste, parce que c'est souvent des petits garçons qu'on imagine grimper dans les arbres et aller à l'aventure. Donc j'ai envie que ce soit les deux, sauf qu'au milieu du conte, même moi, quand je me figure l'enfant, du fait que la langue française soit encore très genrée, je me figure un petit garçon, alors que j'aurais bien envie que ce soit aussi une petite fille. D'accord. Donc ça, c'est... Bon, là, je dis ça parce que c'est
je pense que c'est quelque chose qu'on a envie d'insuffler, mais qui n'est pas évident. Sur certains points de vue, ouais. Il y a des études qui montrent que dans la littérature jeunesse, le garçon est surreprésenté par rapport à la petite fille. Et que les héros sont souvent des petits garçons. Donc c'est pareil, c'est bien parce que c'est des universitaires qui ont mis ça à jour. Et donc aujourd'hui, on rétablit un équilibre possible. L'équilibre, merci. Peut-être. C'est ça. Oui, on a un rôle à jouer là-dessus, sur la représentation. Donc en ce sens-là, il y a une évolution assez nette de la profession, ou de la prophétie, comme vous voulez, de ce que vous transmettez. Conscience, de garder aussi une part de bizarre, de poétique, d'étonnant, d'images vivantes, celles qu'on fabrique à l'intérieur, pas celles qui nous sont balancées de l'extérieur par les pixels de l'écran, quoi. Celle vraiment qui naît à l'intérieur et qui naît... en fait, à chaque fois que je conte, c'est toujours la même trame d'histoire, mais c'est toujours un texte différent, en fait. C'est jamais écrit. Ça se compose comme de la musique. En fait, j'ai d'ailleurs... À part ce livre, j'écris jamais les contes, parce que ça, c'était une commande. Je les travaille toujours comme on compose de la musique, en fait, à partir d'oralité, et surtout à partir de la façon dont on l'écoute les personnes qui sont là. Et les personnes entières, quel que soit leur âge, quel que soit leur sexe, quelle que soit leur origine, une part d'humanité, là, vivante, qu'on peut encore toucher à l'intérieur, qu'on peut encore vivre, partager ensemble. Moi, c'est surtout cette partie-là, quoi, qui fait la différence dans le monde du conte. C'est ce qui est fascinant et ce qui m'a amené au conte. Enfin, j'ai toujours été accompagnée par les contes, mais ce qui m'a toujours fascinée, c'est notre faculté de croire, en fait. C'est notre faculté d'être emmené dans les mondes de dedans, dans les mondes du dessus. Et comme tu disais tout à l'heure, la porte qui ouvre dans un arbre, etc., qui nous ouvre sur un autre monde. C'est cette fascination. Et on est persuadé que c'est arrivé, en fait. Quand on écoute ça, et cette parole qui vous bascule d'un univers à un autre, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la poésie et de la magie. Et puis, on veut y croire, en fait. On veut y croire, la parole, elle crée comme ça des mondes. Et on se laisse complètement emmener et on y croit. Et on se dit, oui, c'est comme ça. C'est comme ça que cette histoire-là, on peut y croire en toute sécurité. On n'a pas peur de se faire embarquer dans des mensonges parce que c'est comme rentrer dans notre forêt intérieure. Mais voilà, on suit le conteur qui a déjà tracé le chemin, la conteuse qui vit dans cette forêt au quotidien dans son métier. Donc on entre dans le personnage, que ce soit un petit garçon, une petite fille, peu importe. L'important, c'est qu'il soit suffisamment indéterminé pour être un véhicule. Et en fait, on est en sécurité dans notre petit véhicule, on est dans le personnage, et puis on peut continuer à rentrer dans la forêt mystérieuse, on peut traverser tous les dangers, parce qu'on sait qu'on va pouvoir en sortir, quoi. Voilà. Et c'est peut-être aussi ce qu'on a besoin de rassurant aujourd'hui. Voilà. Oui. C'est que l'imaginaire du conte, il commence par une formule magique, qui finit par une formule magique. Dans les contes traditionnels, il y a toujours la porte qu'on ouvre et qu'on referme à la sortie. Et c'est un espace où on peut tout se permettre parce qu'on sait qu'on est dans l'imaginaire. Alors que aujourd'hui, souvent, on est confronté à des images, à des sons, c'est des informations, on ne sait pas si c'est la réalité, on ne sait pas si on est dans la fiction, et on ne sait pas si on est manipulé de l'un à l'autre. Ça, c'est plutôt la spécialité du monde fantastique. C'est-à-dire le quotidien réaliste qui tout à coup bascule dans quelque chose, brutalement, dans quelque chose d'imaginaire qu'on ne comprend pas. Voilà. Ce qui fait la mauvaise presse de l'imaginaire. Alors que voilà, dans le conte traditionnel avec dans la nuance authentique, c'est-à-dire ce qui nous ramène vraiment à notre imaginaire, merveilleux, je dirais. Il va très profond à l'intérieur, toucher le fond du fond, comme dans... voilà. Mais d'une manière où on reste en sécurité.
On peut y aller, parce qu'on sait qu'on y entre, on en sortira plus vivant. Voilà. On en sortira plus vivant, c'est joli. Et ça m'évoque aussi une réflexion, c'est-à-dire que le conte, c'est une espèce de fil entre le passé et l'avenir aussi. C'est quelque chose qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Aujourd'hui, même les peintures rupestres, on se demande si c'était pas déjà des récits, en fait. Oui. Donc, quand on écoute un conte, et quand je vous dis qu'on a l'impression que la parole, elle peut nous emmener partout, on se dit que peut-être aussi on a eu d'autres vies, ou je sais pas, mais qu'on les a déjà entendus, ces récits. On a l'impression d'abord, c'est pas une impression, ils ont toujours été là. Et on fait partie de ce lien, en fait. On fait partie, nous, de cette chaîne. On les a entendus une fois et donc on en est. Et puis, on espère que d'autres vont les entendre encore et encore. Et c'est vrai que c'est un beau métier, conteur, parce qu'on a aussi ce rôle de passer les histoires. Heureusement, aujourd'hui, ils peuvent être... Il y a l'écriture, il y a l'imprimerie. Donc, ces histoires, ça y est, elles sont fixées, heureusement. Mais on est quand même là pour continuer de les transmettre. Et c'est très très important ça aussi, d'avoir ce lien entre ce passé, ce présent actuel, cette volonté de remettre le monde à l'endroit à travers des récits, et puis en espérant que ça crée quelque chose dans le monde réel pour l'avenir aussi. Garder une parole vivante à partager, comme on dit, que tout le monde connaît. Probablement, un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, c'est aussi des sentiers qui se ferment c'est ça. Vers notre intériorité. Donc, garder vivante cette parole à travers les personnes, à tous les âges. Oui, puisque tu disais aussi par rapport à l'imaginaire, c'est très important aussi aujourd'hui. Et le conte, c'est vrai que c'est un des arts, justement, où il y a peu d'appui, en fait. Il n'y a pas de texte à lire, il n'y a pas d'image à voir particulièrement. Donc, tout est sur l'imaginaire de la personne qui écoute. Et ça, c'est quand même fabuleux. Et aujourd'hui, forcément, avec les écrans par milliers qu'on a, l'imaginaire, il travaille peu. Et là, sur ça, c'est quelque chose de... Encore, pour moi, c'est assez extraordinaire, cette force et ce titillement de l'imaginaire qu'il ne faut pas qu'on perde, quoi, qu'on soit enfant ou adulte. Je vous avais dit que vous finiriez l'émission à discuter entre vous. C'est ça. Je vous laisse tranquillement discuter entre vous. Donc, parle avec elle plutôt qu'au pixel. Si je dois retenir quelques petites phrases clés qui font appel, pas qu'à l'imaginaire. Peut-être un dernier tour de table avant de se quitter, après vous avoir écouté, amie raconteuse d'histoire. Moi, j'espère qu'on se rencontrera donc peut-être au détour d'une rue le 10 avril. Et puis j'espère que ce jour-là, j'aurai mes collègues Raphaël Sibertin-Blanc, le violoniste, et Elios Kinkis avec sa guitare, puisqu'on est 3. Donc, compagnie à Chamalpa, Dominique Despierres, merci d'être venu nous raconter votre histoire et des histoires. On peut vous retrouver sur un blog, si je me souviens bien. Donc, Dominique Despierres, compagnie La Chamalpa. Lily Westphal, qu'est-ce que vous pouvez nous conclure avec la compagnie minuscule ? Oui, alors qu'est-ce que je pourrais conclure ? À bientôt pour du vrai, pour du réel. Et n'oubliez pas le spectacle et l'art qui font grandir en nous des choses essentielles à la vie. Voilà. Et on vous retrouve sur Internet, sur un WordPress. Compagnie minuscule.fr, Facebook, la totale. Comme c'est d'hab. Compagnie minuscule et le spectacle, c'est l'enfant Nina. Et Sybille ? Moi, j'appelle les organisateurs à s'adapter, à réinventer, à nous proposer des rencontres avec les publics, quels qu'ils soient. Débrouillez-vous pour consultez-nous et on va trouver des ateliers, on va trouver des moments où on aura ces moments de partage de récits, de partage d'histoires, de partage de fabrication avec des publics, même très peu, même une famille. Moi, en ce moment, j'ai vraiment, par exemple, envie d'aller dans les quartiers, justement, la Reinerie. J'ai joué à Bellefontaine. J'ai participé à des ateliers de création avec des enfants à Bellefontaine. Je suis allée dans les CE1, le CP, c'était des moments privilégiés, c'était des beaux moments autour des contes de sagesse. Donc, ouvrez-nous les portes.
On fera attention. Voilà. Merci. Prendra soin de vos oreilles. Oui, et du cœur. Merci pour la rencontre. Toutes les trois. Merci de parler avec elle, oui. Ça aura permis au moins ça. On ne remerciera pas le Covid. Mais on se remercie. C'est demain, le 10 avril, de 14h à 18h. A priori, quelques animations, peut-être en extérieur, en tout cas, à vérifier sur le site, blog et Facebook de Parle avec elle. Merci à toutes les trois et à bientôt sur les ondes de Campus FM. Dernière minute, l'édition de la Nuit des Contes 2020, reportée donc au 10 avril, est définitivement annulée. Et pour se consoler, nous terminons cette émission enregistrée il y a quelques jours avec l'auto-interview du collectif Cocktail. À bientôt. Bonjour à toutes et à tous, je suis Claire Ballardy, je suis autrice et metteuse en scène au sein du collectif Cocktail. Le collectif Cocktail est né en 2008 à l'Université du Mirail. À l'époque, j'étais étudiante en art du spectacle et j'y ai rencontré les personnes avec qui je créais mes tout premiers spectacles. Aujourd'hui, le collectif Cocktail travaille encore beaucoup dans les quartiers. En 2020, nous avons fait une résidence de territoire à la Rennerie et créé avec les habitants et les habitantes le spectacle Raconter le lac, un spectacle que l'on présentera l'année prochaine dans le cadre de la Nuit des Contes organisée par l'association Parle avec elle. Ce spectacle, c'est un conte en kamishibai, un art japonais auquel nous avons ajouté la technique de la création sonore. Nous avons enregistré les voix des adolescents et des adolescentes qui ont participé avec nous à la création de ce spectacle, des jeunes de 12 à 15 ans de l'association Bas d'immeuble. Cette résidence de quartier, ça a été l'occasion de découvrir d'autres aspects de la Rennerie que nous ne connaissions pas ou peu, de découvrir une faune et une flore assez exceptionnelles, comme par exemple la présence d'un héron très rare autour du lac, le héron bioro, que personnellement je n'avais jamais vu ailleurs. Ça a été l'occasion aussi de redécouvrir la noblesse du quartier, avec ce château et son histoire assez extraordinaire. Nous avons eu la chance de pouvoir aller à l'intérieur. Nous nous sommes glissés avec quelques jeunes filles du quartier et nous y avons fait des photographies. Vous pourrez découvrir tout cela lors du conte qui sera présenté avec l'association Parle avec elle. Un autre de nos projets qui nous occupe pas mal en ce moment, c'est le cabaret Chez Germaine. C'est un spectacle féministe et gourmand, quand nous avons la possibilité de proposer à boire et à manger à nos spectateurs et nos spectatrices, ce qui est un peu compliqué en ce moment. Chez Germaine, ça parle avec humour et poésie du sexe féminin. La vulve, le clitoris, les poils, l'hymen, les menstruations. Tous ces sujets dont on s'empare dans une forme musicale et in situ, une forme qui peut s'adapter à des espaces très divers. En ce moment, nous allons dans les lycées de la région Occitanie avec ce spectacle pour une représentation face à des classes de seconde suivie de débats. Ce spectacle, qui mêle donc théâtre et chanson, permet d'échanger librement sur des sujets tabous, parce qu'il nous semble important et même vital que les jeunes, et notamment les jeunes filles, puissent connaître leur corps, puissent faire des choix en se reposant sur des connaissances fiables et non pas sur des rumeurs ou des malentendus ou encore sur la peur. Parce que nous pensons que de bonnes connaissances de base sur le fonctionnement de nos corps
ça favorise la prise de décision personnelle, ça favorise une meilleure sexualité et une meilleure santé. Chez Germaine, c'est le cabaret des ménagères. Le public est installé autour de planches à repasser et se retrouve face à Germaine, celle qui gère et qui mène. Elles sont deux, elles se chamaillent. Dans une ambiance située entre la réunion tupperware et le téléachat, elles enchaînent les numéros. La vulve, le clitoris, les poils pubiens, les hormones, tout est passé en revue. Tour à tour, elles nous révèlent les secrets d'en bas. Ces deux-là sont plutôt maladroites, en sueur, inefficaces. Elles sont à l'opposé des artistes d'un cabaret traditionnel. Les fers à repasser, les torchons, le séchoir à linge a remplacé la panoplie d'accessoires habituels. Dans notre cabaret chez Germaine, il n'y a pas de plumes, pas de paillettes, pas de beaux corps huilés. Les Germaines dessinent sous nos yeux toute une galerie de personnages. Des extraterrestres, Jean-Paul Sartre ou encore Françoise Dolto. Je vous propose d'écouter maintenant quelques extraits sonores de notre spectacle Le Cabaret chez Germaine. Je suis Germaine. Comment il faut vous le dire à la fin? Nous allons entrer ensemble dans la zone verte. Un no man's land épatant. Nous serons donc un petit peu comme des pionniers. Des pionnières? Ah oui. Une veuve. Je veux pas raser, épiler, crémer, dessiner, pimper, exfolier, make-upper, répéter, couper, opérer, tailler, sectionner, rogner, tromper, rien ne doit m'obliger, ni rien ne fait réduire, dissimuler, tirer, symétriser, aspirer, camoufler, serrer, guillotiner, rater, cicatriser. Oh, oh, laissez-la pendouiller, pas standardisé, ticket de métroisé, vagin aseptisé, pulvon illuminé, schneck destroyé, pas plastiquer mon point G, j'ai pas envie de consommer, être enfermé dans un cliché. Je veux me sentir belle. Mais moi t'es belle, bébé. Mais moi t'es belle, bébé. Je propose, Germaine, de faire une leçon de biologie. Oh oui. Le point G, c'est le clitoris. Oui, le clitoris, rien d'autre. Alors pourquoi G? Est-ce que c'est vide ici? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a de l'air qui passe? C'est vrai que là, on a l'impression d'un espace ouvert. Un espace ouvert en permanence, en fait. Un trou. À compter de la puberté, notre monde se couvre de poils. Bah ça, on s'en passerait bien, non? Ah bon, et pourquoi? C'est ce qu'on me dit. Votre corps et votre vécu sont aussi importants que la science. C'était quelques extraits du cabaret chez Germaine. Si vous avez envie de voir ce que ça donne, vous pouvez aller directement sur notre site internet www.chez-germaine.fr et sinon, il y a aussi notre page Facebook Collectif Cocktail. On associe la création de ce spectacle à un cycle radiophonique dans nos culottes. Ce sont des podcasts qui mêlent pendant 1 heure interviews, témoignages, des lectures de textes, des paroles d'expertes. On a eu envie de s'emparer du média radiophonique pour pouvoir parler en toute liberté et sans honte de thématiques qui nous sont chères, comme l'avortement, l'accouchement, la grossesse, le plaisir, le clitoris, la connaissance de nos anatomies, le désir ou non d'enfant, la parentalité. Vous pouvez écouter Dans nos culottes sur toutes les plateformes de podcast
et également sur Ocha. Cet été, nous serons à nouveau sur le quartier du Mirail pour des ateliers radio avec un groupe de jeunes filles et de garçons. Ensemble, nous allons construire de A à Z une émission radiophonique autour de la thématique des règles. Merci beaucoup pour votre écoute et merci beaucoup à Parle avec elle pour son invitation. On vous retrouve très bientôt sur le quartier, on l'espère, en chair et en os pour des spectacles et des moments de partage. Émission spéciale, 7e nuit des contes. Vendredi 9 avril à 13h. Voilà, on suit le conteur qui a déjà tracé le chemin, la conteuse qui... C'est-à-dire que le conte, c'est une espèce de fil entre le passé et l'avenir aussi. C'est quelque chose qu'on a l'impression que ça a toujours existé. Et le conte, c'est vrai que c'est émission spéciale, 7e nuit des contes. Sur Campus FM. On appuie, ça suit. Ça dure comme ça. 9 avril. Et le temps passe. 13h. Avec l'association Parle avec elle.